Ah oui, tout au long de la semaine, on va regarder ce monde qui change et ce soir, cette Europe qui a connu de profonds bouleversements en 2019, un virage des élections, une nouvelle commission et un Brexit plusieurs fois repoussé, mais qui finit peut-être par se dessiner pour 2020. Bonsoir John Henley. Bonsoir. Vous êtes le correspondant à Paris en charge des questions européennes pour le quotidien britannique The Guardian. Merci beaucoup de nous rejoindre en studio ce soir pour regarder un peu dans le rétro. Avant de vous entendre, notamment sur la Grande-Bretagne, évidemment, je voudrais qu'on aille à Bruxelles, rejoindre notre correspondante Isabelle Horry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sébastien. Alors que de mouvements dans les institutions européennes ces derniers mois, on va balayer cette année ensemble. Année 2019 marquée par de gros changements, de grands bouleversements qui ont commencé avec les élections européennes. C'était le 26 mai dernier et on les découvrait ensemble, ces résultats, avec un chiffre en particulier. C'est la première surprise de la soirée. Participation beaucoup plus élevée qu'attendue. On disait les Français désintéressés. On disait cette campagne un peu atone, tardive. Eh bien finalement, vous êtes nombreux à vous être déplacés pour aller voter. Entre 52 et 54%, c'est l'estimation de la participation attendue. Estimation faite par les différents instituts de sondage. C'est 10 points de plus qu'il y a 5 ans. Et voilà les résultats de la participation, c'était la soirée électorale sur Europe 1. Isabelle Horry, participation en hausse en France, mais pas seulement. Hein. Partout en fait, c'était vraiment incroyable l'ambiance ce soir-là à Bruxelles parce que au total il y a eu 8 points de plus de participation à travers toute l'Union. Plus d'un Européen sur deux est allé voter et c'est vrai que ça a revivifié les institutions européennes et créé aussi des attentes fortes. Et alors on retient aussi évidemment dans les résultats de ces élections européennes la poussée écologiste. En France, 3e position, plus de 13%. En Allemagne, un score qui a doublé. Ça a vraiment bouleversé en fait les équilibres à Bruxelles. Effectivement, ces élections, elles donnent un Parlement beaucoup plus éclaté, beaucoup plus fragmenté. Alors vous l'avez dit, il y a les Verts, ils ont 22 sièges de plus qu'avant. Il y a aussi les anti-européens, dont les scores augmentent. Et surtout, ce qui est le plus frappant et ce qui est le plus lourd de conséquences, c'est la fin de la domination de la droite et de la gauche sur l'hémicycle de Strasbourg et Bruxelles. Pendant 40 ans, ils se sont partagés les postes et le pouvoir parce qu'ils avaient la majorité absolue à eux deux. Et bien désormais, c'est plus le cas. Ils ont besoin, pour arriver à la majorité, des centristes, des 108 centristes de Renew. C'est le groupe où siège le macroniste. Et ça va avoir des conséquences politiques. Et ça se traduit aussi d'une autre manière. Tous ces partis qui font des scores plus élevés qu'avant, c'est le grand renouvellement au Parlement. Plus de 6 députés européens sur 10 sont des nouveaux. Alors le groupe Renaissance, notamment les écologistes, tous ces nouveaux députés qui n'avaient pas l'habitude, qui n'avaient pas encore les codes de Bruxelles et que vous avez suivis à leur arrivée après ces élections européennes. Où est-ce qu'on prend un café, par exemple? Où sont les salles? Comment c'est organisé? Parce qu'ici, quand même, ça fait un peu usine. David Corman, le secrétaire national du Parti vert, tout nouvel eurodéputé, est moyennement convaincu par l'élu. Il y a un côté immense qui me paraît un peu contradictoire avec l'idée qu'on peut se faire d'une démocratie accessible. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment-là, alors peut-être ce n'est qu'une impression, mais un peu de bulle, quoi, où on est perdu. Un sentiment de rentrée des classes ce jour-là quand vous avez suivi ces nouveaux députés européens. Isabelle Horry, gros renouvellement au Parlement européen, ça a eu des conséquences sur les autres institutions? Oui, on a vraiment très très vite perçu les effets de cette nouvelle donne politique. Alors dès le mois de juillet, parce que la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a été élue avec juste 9 petites voix d'avance. Et puis surtout à la rentrée de septembre, au moment, vous savez, où tous les commissaires arrivent, ils sont chacun envoyés par leur État, et ben ils doivent passer un examen de passage devant le Parlement. Et là, 3 commissaires sont tombés, alors le Hongrois, la Roumaine et bien sûr, on s'en souvient tous, la Française, Sylvie Goulard. Et ça, c'était vraiment inédit. Oui, parce qu'elle était empêtrée dans ces affaires du MoDem. Finalement, les eurodéputés retoquent la candidate française. Et ce jour-là, le 10 octobre dernier, Emmanuel Macron ne cache pas du tout, mais alors pas du tout, son agacement. Moi, je ne comprends pas comment, quand la présidente de la Commission, qui a une discussion avec les 3 présidents de groupe, se mettent d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j'ai besoin de comprendre. Moi, je suis très détendu, ce qui m'importe, c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué, de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. Et moi, j'aime que quand les engagements sont pris, ils soient tenus. Moi, je me suis battu pour un portefeuille, j'ai soumis 3 noms, on m'a dit, votre nom est formidable, on le prend, et puis à la fin, on me dit, finalement, on n'en veut plus. Les mêmes. Il faut qu'on m'explique. Bon, depuis, Sylvie Goulard, elle a été mise en examen. Voilà, ça fait un début d'explication. Petitesse et ressentiment, on avait rarement vu Emmanuel Macron aussi en colère.
Oui, et franchement, cette déclaration, elle a sidéré tout le monde ici. Alors, c'est vrai qu'il y a le sentiment que les Français souvent sous-estiment et comprennent mal le Parlement européen parce qu'on n'a pas l'habitude de ce fonctionnement en coalition, de ces alliances de partis. Et c'est vrai que là, vraiment, clairement, à Paris, on a mis du temps à mesurer la complexité des jeux politiques issus des élections. Et puis aussi, on a eu du mal à comprendre que le Parlement était vraiment très jaloux de son pouvoir et qu'il était aussi fâché contre le président français parce qu'ici, tout le monde a le sentiment que c'est lui qui a imposé l'Allemande Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne et ça, les parlementaires l'ont toujours pas digéré. Voilà, c'est probablement pour ça qu'il parle de ressentiment, Emmanuel Macron. Alors c'est finalement Thierry Breton qui a hérité du portefeuille destiné à la France dans cette Commission européenne qui est donc présidée par Ursula von der Leyen. Finalement, elle paraît un peu discrète vue de France, en tout cas cette nouvelle présidente. Comment elle s'en sort jusque-là, Isabelle Horry? Bon, c'est pas simple, et je crois qu'elle a bien conscience qu'elle navigue dans un jeu compliqué. Alors on va voir, elle n'est en fonction que depuis le 1er décembre, donc on va voir comment elle s'en sort. Ce qui est déjà frappant dans ses discours, c'est qu'elle essaye de sortir de cette fameuse bulle européenne, elle essaye de sortir de ces jeux de pouvoir, elle essaye vraiment en femme politique de s'adresser de façon simple aux citoyens européens parce qu'elle veut leur montrer que l'Europe est là, que l'Europe les écoute. C'était sa tactique quand elle était ministre en Allemagne, elle s'appuyait sur l'opinion publique pour faire bouger les lignes et on sent qu'elle veut essayer de faire la même chose ici. Par exemple, elle a parlé à mon micro, en français, très simplement sur l'environnement. On veut tous vivre dans un monde avec un environnement qui va bien. Et pour ça, je crois que beaucoup de gens vont accepter de changer un peu. Et deuxièmement, si nous sommes les premiers en Europe qui développent les technologies qui sont nécessaires pour sauver cette planète, nous allons avoir une forte base industrielle pour l'avenir parce que nous allons être les exporteurs de ces technologies modernes qui sont nécessaires. Ursula von der Leyen, français parfait, on l'entend, Isabelle Horry. Ouais, alors l'un de ses plus simple, très pédagogue. L'un de ses premiers grands discours justement a été sur l'écologie parce qu'elle a présenté il y a quelques semaines son Green Deal, son pacte vert. Il va consister en quoi? Alors là, c'est vraiment pour l'instant ce qu'elle a présenté, c'est comme une feuille de route, une espèce de tableau de bord avec toutes les législations qu'elle compte faire pendant son mandat, pendant les 3 années qui arrivent là. Et c'est vraiment des législations sur beaucoup de choses, à la fois l'énergie, le transport, les objectifs climatiques. Il y en a vraiment de partout. C'est un travail colossal dont finalement elle a donné le coup d'envoi. Elle veut vraiment placer son mandat sous le signe du climat. Elle dit qu'on a 5 ans pour mettre en place des législations qui vont changer notre mode de vie en fait. Avec quel budget? Ouais, alors justement, ça c'est une très bonne question. Ça va être un des grands sujets aussi de l'année qui vient, c'est qu'il faut que les Européens se mettent d'accord sur le budget de l'Union européenne pour les années à venir. Et justement, voilà, ils ont des grandes ambitions, mais c'est toujours pareil. Ils veulent fermer le plus possible, payer le moins possible à l'Union européenne. Donc elle dit qu'il faut 1000 milliards d'investissements. Bon, on va attendre de voir si tout ça se concrétise. Voilà, ça va faire partie des choses qu'on va suivre en 2020 avec vous, Isabelle Horry. Un mot peut-être de la France dans tout ça. Est-ce qu'elle est finalement aussi centrale qu'Emmanuel Macron le voudrait? Elle est centrale parce qu'il a vraiment d'abord parce que c'est un grand pays et puis parce que le président français, son volontarisme est salué par tout le monde. C'est le seul aujourd'hui qui propose des choses. Mais il fait un peu grincer des dents parfois parce que la France est centrale, mais elle n'est pas toute puissante. L'Europe, c'est 27 pays qui ont leur culture, qui ont leurs contraintes aussi, leurs opinions publiques à eux. Et ça, les 26 autres pensent parfois que la France a tendance un peu à l'oublier. Merci beaucoup. Isabelle Horry, correspondante en ligne de Bruxelles pour Europe 1. Merci beaucoup. À très vite, Isabelle. John Henley, vous qui êtes avec nous en studio, correspondant à Paris du quotidien britannique de Guardian. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que disait Isabelle Horry à l'instant là? Emmanuel Macron, il est perçu comment aujourd'hui à l'échelle européenne? Oui, je suis complètement d'accord avec Isabelle. Il fait grincer parfois un peu les dents, mais c'est vrai qu'il propose des choses. Et son grand problème, en fait, c'est la fragilité ou la faiblesse relative d'Angela Merkel, la chancelière allemande. En fait, Macron, il avait vraiment tout misé sur... Bon, on va d'abord réformer la France, ensuite, avec la crédibilité en Europe que cela va me donner, on va réformer l'Europe. Il voulait être le personnage central. Voilà. Mais en travaillant en tandem avec Angela Merkel. Mais ça n'a pas marché parce qu'Angela Merkel, en fait, elle est à la tête d'une coalition extrêmement divisée, assez fragile.
qui n'ose tout simplement pas prendre de décisions majeures. Donc tous les grands projets, toutes les grandes réformes envisagées par Emmanuel Macron, pour l'instant, on ne voit rien venir. Nous parlons ce soir avec John Henley du Brexit, ce feuilleton interminable qui a à nouveau traversé l'année. C'est la 3e année qu'on en parle quand même depuis le référendum de 2016. Et cette année 2019 a commencé avec une première ministre britannique, Theresa May, bien mal en point. Écoutez, c'était le 15 janvier. Theresa May vient de vivre une défaite historique, la pire jamais subie par un Premier ministre britannique. Elle encaisse le coup et promet d'ouvrir des discussions avec les partis d'opposition. Le gouvernement abordera ces discussions dans un esprit constructif, mais vu l'urgence d'avancer, nous devons nous concentrer sur les idées susceptibles d'être renégociées et recueillant un soutien suffisant au Parlement. D'abord, elle devra survivre au vote de défiance déclenché par Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes, qui aura lieu ce soir. À 72 jours du Brexit, 2 camps opposés se réjouissent de cette défaite, les partisans d'un second référendum et ceux d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Voilà le récit d'Anaïs Cordoba à Londres à l'époque donc de ce premier rejet devant le Parlement. Il y en aura 3 ensuite. Elle n'aura jamais réussi finalement, Theresa May, à faire adopter ce fameux accord de Brexit pour sortir l'Angleterre de l'Europe. Non, tout à fait. Elle était confrontée avec un Parlement vraiment parfaitement divisé sur la question et incapable de dire ce qu'il voulait. Très capable de dire ce qu'il ne voulait pas, mais pas capable de dire quel genre de Brexit il voulait. En fait, il y avait à peu près un tiers des députés qui étaient d'accord avec Theresa May, avec l'accord de sortie de l'Union européenne qu'elle avait réussi à négocier enfin avec Bruxelles, un tiers qui trouvait que ça allait trop loin et un tiers qui trouvait que ça n'allait pas suffisamment loin. Donc voilà, les députés totale à Londres et du coup en face des Européens qui n'avaient pas d'autre choix à chaque fois que de repousser l'obstacle, parce que le Brexit aurait dû intervenir au mois de mars de l'année dernière. Absolument, c'était d'abord le mois de mars, ensuite le mois d'octobre, et en fin de compte, il fallait un nouveau Premier ministre pour débloquer la situation et des élections. Tous ces reports ont eu un impact sur l'économie, sur la vie des entreprises, totalement plongées dans l'incertitude sur l'avenir. Écoutez, c'était début avril lorsque le Brexit a été repoussé de 6 mois. 6 mois de plus à s'interroger, 6 mois de plus à imaginer tous les scénarios possibles. Pour Jean-François Faure, patron d'une entreprise de 30 salariés spécialisée dans le rachat de métaux précieux, ce Brexit devient grotesque. On perd encore 6 mois, donc on peut assister à toutes les réunions sur le Brexit, comment s'y préparer. Au final, la seule conclusion, c'est qu'il faut être préparé à tout. On ne peut pas se permettre d'attendre, on a trop d'incertitudes sur les aspects douaniers et fiscaux du Royaume-Uni. Ce chef d'entreprise a donc pris les devants et relocalisé il y a quelques mois l'une de ses filiales de Grande-Bretagne en Irlande. Voilà, Maud Descamps, début avril, incertitude des deux côtés de la Manche d'ailleurs. Et avec cette menace qui planait, on parlait de no deal, de sortie de l'Europe sans accord qui allait provoquer le chaos. Mais maintenant qu'on regarde un peu en arrière, est-ce que cette menace, en fait, elle a vraiment réellement existé? Parce qu'on se rend compte que l'Europe, finalement, a toujours repoussé le Brexit pour l'éviter. Elle était tout à fait réelle et elle existe encore. C'est ça, je pense qu'il faut le souligner. On n'est toujours pas à l'abri d'une sortie sans accord, d'un no deal. Pourquoi? Parce que l'accord de sortie renégocié, un petit peu retoqué par Boris Johnson, a donc été voté par la Chambre des communes, mais il y a une date fixe de sortie à la fin de décembre 2020, et c'est pendant cette période-là... Il reste encore à négocier la relation future, c'est-à-dire sur quelle base est-ce que l'Union européenne est... Mais on se dit qu'on repoussera, on se dit que finalement l'Union européenne, elle a cédé à chaque fois. Les Britanniques n'étant pas capables de se mettre d'accord, finalement on se dit bon, on va leur laisser encore un peu plus de temps, et systématiquement pour éviter justement ce mur du 29 mars puis du 31 octobre. Écoutez, je pense que les Européens seraient tout à fait d'accord pour encore une fois repousser, mais figurez-vous que Boris Johnson vient de faire entériner dans la loi britannique, il a légiféré pour éviter toute nouvelle prolongation. La Grande-Bretagne est obligée de sortir fin décembre 2020. S'il n'y a pas accord, il n'y aura pas accord. Alors on va y venir sur la suite. On retourne un tout petit peu en arrière. Il y a eu donc ces 3 rejets, ces 3 reports, et à un moment la situation pour Theresa May n'était plus tenable. Je voudrais qu'on revive juste ce moment. Le 24 mai, juste avant les élections européennes, Theresa May jette l'éponge. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour convaincre les députés de soutenir mon accord.
Malheureusement, je n'y suis pas arrivée. Donc je vous annonce aujourd'hui que je vais démissionner de mes fonctions de leader du Parti conservateur et unioniste. Je vais bientôt quitter ce poste qui a juste été l'honneur de ma vie. La deuxième femme première ministre, mais certainement pas la dernière. Je le fais sans amertume, mais avec beaucoup de gratitude d'avoir eu l'opportunité de servir le pays que j'aime profondément. Voilà, Theresa May, les larmes aux yeux. Il fallait cette démission pour que ça avance, en fait. On se dit, mais elle a tenu quand même extrêmement longtemps dans un blocage absolu. Elle n'aurait pas dû démissionner avant ? Écoutez, tout le monde a salué son sens du devoir, de l'obligation, etc. Et c'est vrai qu'elle a été assez remarquable dans ce sens-là, mais elle était aussi vraiment en grande partie l'architecte de son propre malheur. Elle a pris des décisions qu'elle n'était pas obligée de prendre. Elle a décidé, elle a annoncé que le Brexit... Elle a interprété le Brexit de façon très très dure. Elle a dit le Brexit, qu'est-ce que ça va dire ? Ça veut dire que la Grande-Bretagne va quitter non seulement l'Union européenne, mais le marché unique et l'union douanière. Et tout cela l'a mis dans une sorte dans une situation complètement intenable, avec, comme je viens de décrire, ce Parlement complètement éclaté et divisé sur la question. Pourquoi Boris Johnson a réussi ce que Theresa May a raté ? Boris Johnson a réussi et il va réussir tout simplement parce qu'il a une majorité. La grande erreur de Theresa May, et le Brexit aurait eu lieu beaucoup plus tôt que maintenant, si Theresa May n'avait pas déclenché des élections anticipées en 2017. Elle ne les a pas perdues, mais elle a perdu sa majorité. Et le fait qu'elle devait vraiment essayer de plaire, de satisfaire plus de majorité absolue. Tout le monde dans son parti et dans l'opposition, et de garder tout le monde ensemble, et ça a évidemment pas marché. Boris Johnson, il a une grande majorité, 80 députés, une majorité de 80, donc voilà, il peut faire plus ou moins maintenant ce qu'il veut. Qu'il a gagné donc il y a 2 semaines, on y était avec Théo Manval, et ce qui est intéressant, c'est que cette large majorité, il l'a aussi gagné dans certains fiefs travaillistes. Écoutez le reportage de Théo Manval. La circonscription de Dudley North, travailliste depuis toujours, est en train de basculer, notamment à cause du Brexit. Ici, on a voté à 70% pour sortir de l'Europe, comme Michelle, elle est infirmière. Je vais voter Boris Johnson, parce que j'en ai marre de tout ça. Je veux que le Brexit se fasse. C'est la première fois que je vote conservateur et ça me fait bizarre, parce que je suis de la classe ouvrière. Mon père, ma mère, on a toujours voté Labour. Mais je n'ai plus confiance en eux. On a tous voté le Brexit et eux, ils veulent faire un nouveau référendum. Ça suffit. Voilà, reportage tourné près de Birmingham. C'est intéressant ce qu'on entend, John Henley. Ça veut dire que la gauche s'est tournée vers Boris Johnson pour réaliser le Brexit. Cette majorité, est-ce que ça veut dire finalement que, après tout ce qu'on a dit sur les possibilités de faire un nouveau référendum, etc., les immenses manifestations à Londres, finalement, ça ne montre pas qu'il y a une majorité toujours aujourd'hui en Grande-Bretagne qui souhaite le Brexit, qui veut que le Brexit se fasse. Rien n'a changé depuis 2016. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que si on regarde les votes, les personnes, les individus qui ont voté, c'était toujours une majorité, 53% environ, qui ont voté pour des partis qui voulaient un deuxième référendum. Seulement, le système électoral britannique, assez unique et très déformateur, en fait, a fait en sorte que, voilà, surtout grâce à ces circonscriptions dans le nord, dans le nord-est du pays, qui étaient traditionnellement travaillistes, ont basculé pour les conservateurs, et c'est cela, en fait, qui a donné cette grande majorité à Boris Johnson. Est-ce que 2020 sera l'année du Brexit ? Est-ce qu'on peut être sûr que ça y est, cette fois, le Brexit se fera, comme on dit maintenant, le 31 janvier ? On sortira, je pense que c'est quasiment certain, le 31 janvier, mais il faut encore une fois souligner ce qu'on a vécu jusqu'ici, c'est vraiment que l'hors d'œuvre. Le plat principal reste à venir. Il faut négocier cette relation future entre la Grande-Bretagne, l'Union européenne et son premier ex-membre. Ça va être extrêmement compliqué. Quel genre d'accord on va finir par trouver ? J'en ai aucune idée. Juste quelques questions concrètes, très rapidement pour terminer, John Henley, puisque c'est des questions qu'on se pose tous. Nous, les Européens, est-ce qu'on pourra toujours voyager librement en Grande-Bretagne après le Brexit ? Pendant les 11 mois jusqu'en fin décembre 2020, oui. Après, il y aura très certainement une sorte d'équivalent du système qu'on a comme Européens avec les États-Unis, le ESTA, une sorte de visa électronique. Pour travailler, évidemment, là, on n'aura plus le droit. Et pour travailler, voilà, exactement, il va falloir
il y aura besoin d'une sorte de permis. Et pour ceux qui vivent et qui travaillent déjà en Grande-Bretagne? Pour ceux qui sont là, ils sont à peu près 4 millions de citoyens européens en Grande-Bretagne. Eux, ils sont obligés de demander un nouveau statut. Dans la pratique, il semble que la grande majorité l'obtiennent sans aucun problème, mais ils sont obligés de le demander. Et s'ils ne le demandent pas, ils risquent d'être expulsés. Pour les entreprises, là c'est toute la question. Est-ce qu'il y aura le retour de frontières, de douanes? C'est toute la question. C'est tout ce qui va se négocier dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, John Henley, d'être venu ce soir nous refaire le film de ce Brexit si compliqué et si long depuis le référendum de 2016. Je rappelle que vous êtes le correspondant à Paris du journal britannique The Guardian. Je remercie encore Isabelle Horry qui était à Bruxelles un peu plus tôt avec nous. Très belle soirée, belle fin d'année à vous. Merci. Merci.